dit que rien ne peut entraver le véritable amour. Mais ne laissez surtout pas ce type vous entendre dire ça. Voici Paul. Il veut épouser sa petite amie Sophia, mais il y a juste un tout petit problème. Ce n'est pas sa petite amie. Et lui, c'est un pervers déséquilibré qui croit qu'ils sont censés être ensemble pour toujours. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'est échappé de l'asile et a élaboré un plan vicieux pour réunir tous leurs amis lors de cette grande soirée. Quant à Sophia, elle aura de la chance si elle parvient à survivre à la cérémonie. Je suis donc là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre les cinglés complètement obsédés dans Borderline. Bon, ce mariage est sur le point de se transformer en massacre. Paul, ici présent, vient de devenir l'homme le plus chanceux du monde, puisqu'il va enfin épouser l'amour de sa vie, la célèbre pop star Sophia Minor. Tout le monde disait qu'il était fou de penser qu'elle accepterait un jour, mais il semble qu'il ait réussi d'une manière ou d'une autre. Et voici comment ça s'est passé. Tout a commencé il y a quelques mois lorsqu'un soir, Paul a enfilé son plus beau costume et s'est présenté chez elle sur les hauteurs d'Hollywood. Belle, le garde du corps de la jeune femme, lui a ouvert la porte. Et plutôt confiant, Paul lui a annoncé qu'il était venu demander la main de Sophia. Mais Belle a déjà eu affaire à ce genre de type. Et pour rester courtois, il a simplement demandé à Paul d'arrêter de se comporter comme un pervers et de rentrer chez lui. Bien entendu, Paul refuse d'accepter un non comme réponse. Mais alors qu'il semblait enfin s'en être allé, le garde du corps entend à nouveau sonner à la porte. Cette fois, il ouvre la porte et découvre Paul qui tient un couteau contre son cou. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus étranges. Bizarrement, il commence à parler à l'homme comme si c'était lui la vraie Sophia. Et voulant le protéger, Belle se dit que la seule solution est de jouer le jeu. Une fois qu'il a terminé, Belle demande à Paul de lui donner le couteau. Mais ça s'avère être un mauvais choix de mots, parce que soudain, il poignarde le garde du corps en plein dans la poitrine et se précipite dans la maison où il s'amuse avec les affaires de Sophia jusqu'à ce qu'il décide finalement de se rendre. Ok, ce type vient de donner un tout nouveau sens à l'expression « je suis fou de toi ». La vérité, c'est que ça aurait pu être bien pire. Et ils ont beaucoup de chance que la vraie Sophia ne soit pas à la maison, parce que sinon, elle aurait vécu le pire rencard de sa vie. Maintenant, Belle avait presque la situation sous contrôle, mais il a commis une erreur fatale en sous-estimant à quel point ce Paul pouvait être dangereux. Paul présente tous les symptômes d'une forme rare de trouble délirant, qui le pousse à croire que Sophia, une célébrité très en vue, est follement amoureuse de lui, alors qu'en réalité, rien ne saurait être plus éloigné de la vérité. Le problème, c'est que personne ne peut le convaincre du contraire, parce que dans son esprit, ils sont déjà en couple et que tous ceux qui disent le contraire ne sont que des détracteurs qui essaient de s'immiscer dans leur petite vie parfaite. La situation est tellement grave qu'il présente même des symptômes psychotiques à part entière, comme le fait de voir une bague invisible et de croire que Belle était en fait Sophia elle-même. Cela dit, il est assez évident que ce type n'a pas toute sa tête, mais il y a également des signes qui indiquent qu'il pourrait être dangereux. Par exemple, il connaissait de trop nombreux détails intimes sur leur vie personnelle, comme le fait que la femme de Belle était récemment décédée et que lui et Sophia font des puzzles pendant leur temps libre. Ce sont des choses qu'on ne peut vraiment savoir que si on a surveillé les choses de très près. Et quelqu'un qui n'hésite pas à franchir la ligne rouge pour se livrer à un véritable harcèlement n'est qu'à un pas de devenir violent à tout moment. Mais malgré tous les signes avant-coureurs, Belle n'a pas pris cette menace au sérieux la première fois, et ça lui a presque coûté la vie. Les récidivistes comme Paul sont également connus pour leur tendance à l'escalade, donc au lieu de se contenter de menacer d'appeler la police, Belle aurait dû le faire dès qu'il s'est pointé et appeler Sophia pour la prévenir qu'il n'était pas prudent de rentrer à la maison. Quand il s'est présenté à la porte une deuxième fois, Belle a essayé de désamorcer la situation pour que le type ne se blesse pas. Mais il aurait clairement dû se soucier davantage de sa propre sécurité que de celle d'un inconnu chelou. Quand un homme aussi imprévisible se tient là, avec une arme à la main, la dernière chose à faire est de s'approcher suffisamment pour qu'il y ait un contact physique. Il aurait plutôt dû essayer de le calmer depuis le seuil de la porte jusqu'à l'arrivée de la police. De cette façon, si Paul avait fait un geste, il aurait pu fermer la porte et l'empêcher d'entrer. Après tout, il vaut mieux risquer la vie de ce harceleur délirant que de les mettre Sophia et lui-même en danger. Mais comme nous allons le voir, même une arrestation ne suffira pas à le tenir éloigné pour longtemps. 6 mois plus tard, Sophia passe du temps avec son petit ami Devante, un joueur de la NBA, lorsqu'ils reçoivent la visite surprise de Belle, qui s'est complètement remis de son agression. Après quelques mois de convalescence, il va reprendre son travail de garde du corps auprès d'elle, mais auparavant, il doit rendre visite à quelqu'un d'autre. En ville, il arrive à l'appartement où habite sa fille Abby et il la trouve qui l'attend sur le toit. Elle lui avoue qu'elle est inquiète à l'idée qu'il reprenne le travail. Pour aggraver les choses, Paul continue d'appeler la petite fille de temps en temps sans raison apparente. Il essaie de la rassurer et lui promet que cet homme ne pourra plus leur faire de mal. Mais ce soir, ses pires craintes sont sur le point de se réaliser.
Pendant ce temps, ailleurs en ville, JH, le meilleur ami de Paul, se rend dans un garde-meuble où il récupère une grande malle rouge qu'il charge à l'arrière de son pick-up. Au même moment, Sophia et Devant se rendent dans une boîte de nuit pour y danser, sans se douter que le harceleur de Sophia s'apprête à s'inviter à la fête. Dans son appartement, Belle se détend sur le canapé lorsqu'il reçoit l'appel qu'il redoutait depuis des mois. Paul s'est échappé en compagnie d'une étrange nouvelle complice. Et Belle sait immédiatement qu'il n'y a qu'un seul endroit où il pourrait se rendre. Peu après la tombée de la nuit, Paul saute dans le pick-up avec son ami JH, qui est surpris quand une petite Française bizarre monte avec lui. Il les présente et explique qu'il s'agit de sa nouvelle assistante, Penny, qui est là pour les aider à faire du mariage de ses rêves une réalité. Après être revenu du club, Sophia est surprise de voir Belle et un policier qui l'attendent dans l'allée. L'air grave, il lui annonce que Paul s'est échappé de l'hôpital et elle lui tapote l'épaule en entrant dans la maison, sachant qu'il fera tout son possible pour assurer sa sécurité. Quant au harceleur, leur première étape est la maison du pasteur Lutzner, dont Paul va avoir besoin pour célébrer le mariage. Paul se rend à la porte et attire l'homme dehors en prétendant que sa voiture est en panne. Mais avant même qu'il ne s'en rende compte, il est fait prisonnier par la jeune fille et ses amis déjantés. Chez Sophia, son petit ami demande à Belle un téléphone pour appeler un taxi, mais celui-ci lui propose plutôt de rester et de prendre la chambre d'amis. Et il lui donne des produits dérivés de la tournée pour qu'il puisse enlever ses vêtements de soirée. Quand il lui pose des questions sur l'agression, Belle lui explique que c'est un miracle qu'il ait survécu. Mais ils ne savent pas encore que leur chance est sur le point de tourner. Pendant ce temps, à l'appartement, tante Eleanor est en train de plier le linge lorsqu'elle entend un bruit suspect provenant de l'extérieur. Elle regarde par la fenêtre et est horrifiée de voir l'ami de Paul, JH, qui la fixe depuis l'autre côté de la rue. Inquiète, elle appelle Belle pour lui raconter ce qui se passe. Il attrape immédiatement son flingue et se précipite pour leur venir en aide, avertissant Devant de verrouiller les portes dès qu'il sera parti. Ok, on dirait que le plus grand fan de Sophia est de retour pour une nouvelle visite. Et si on se fie à ce qui s'est passé la dernière fois, tout le monde a de quoi avoir très peur. Maintenant, même si nous savons que Sophia est la cible principale de ce type, Belle a pris la bonne décision en partant pour protéger sa famille en priorité. Rappelez-vous, Paul appelle sa fille Abby de l'hôpital depuis le soir de l'attaque. Donc, quelles que soient ses raisons, nous devons supposer qu'elle est également toujours en danger. Belle a déjà averti tante Eleanor d'appeler la police, mais elle devra être très précise dans ses explications. Se contenter de dire qu'il y a un type louche de l'autre côté de la rue ne suffira pas vraiment pour obtenir une intervention efficace. Elle doit ajouter le contexte, à savoir qu'un harceleur connu de sa famille vient de s'échapper de l'hôpital psy, et présenter l'incident comme une menace réelle afin que la police soit plus encline à prendre ses inquiétudes au sérieux. Dans tous les cas, il faudra attendre un moment avant que les secours n'arrivent, mais avec JH juste devant la porte, il n'y a pas de temps à perdre. Pour commencer, je verrouillerai l'appartement et je placerai un meuble solide contre la porte au cas où il essaierait de forcer l'entrée. Elles devront éviter à tout prix de se battre, mais il n'est jamais inutile d'avoir une arme à portée de main au cas où elles devraient se défendre. Je prendrai donc quelque chose comme une poêle à frire ou un couteau de cuisine et je le garderai à proximité jusqu'à l'arrivée des secours. Maintenant, en ce qui concerne Sophia elle-même, les choses sont un peu différentes étant donné qu'elle a Devant comme garde du corps et que le gardien Waylon est toujours sur la propriété. On pourrait penser que la meilleure chose à faire pour elle serait de verrouiller la maison et d'attendre. Mais elle a en fait une bien meilleure option. Réfléchissez-y de cette façon. Ils savent que Paul finira par venir à la maison. Mais si elle partait maintenant, ils n'auraient aucun moyen de savoir où elle est allée. En gardant ça à l'esprit, Sophia devrait remonter dans la voiture avec Devant et partir vers un endroit sûr, comme le poste de police ou un hôtel où elle a de bonnes relations avec le personnel de sécurité. En prime, il pourrait même utiliser cette idée pour tendre un piège à Paul en laissant les lumières allumées pour faire croire qu'elle est toujours dans la maison, ce qui permettrait à la police de se cacher à proximité et de l'arrêter dès qu'il se présentera. Il ne lui resterait alors plus qu'à attendre que le problème se résolve de lui-même. Mais comme d'habitude, Sophia ne prend pas la menace suffisamment au sérieux, et ce n'est plus qu'une question de temps avant que ce malade ne frappe à nouveau. Pendant que Sophia se rafraîchit, son petit ami entre dans le bureau et trouve son nom sur une liste de partenaires potentiels. Il réalise alors qu'elle n'a commencé à sortir avec lui que pour voir s'il convenait à son prochain projet. Légèrement blessée, il se retourne et la trouve debout dans l'embrasure de la porte. Et elle est surprise d'apprendre que son garde du corps a soudainement disparu. À l'appartement, un policier arrive avant Belle, et la tante lui explique la situation avec l'homme effrayant qui se tient de l'autre côté de la rue. Au début, le policier ne la prend pas au sérieux et semble plus préoccupé par une importante audition musicale qu'il doit passer le lendemain matin. Mais elle insiste pour qu'il aille jeter un œil dehors. Après avoir préparé du thé, Sophia se rend compte que son petit ami a quelque chose en tête. Et il lui explique qu'il se sent comme un de ses puzzles, affirmant qu'elle s'est amusée avec lui pour le plaisir, mais qu'elle projetait ensuite de mettre fin à leur relation dès qu'elle en aurait eu assez.
Bon, Sophia est une actrice, pas une thérapeute. Alors elle est franchement dégoûtée de voir ce mec devenir si émotif. Mais quelqu'un qui a une vision encore plus délirante de leur relation est sur le point de faire son apparition. À l'extérieur, Waylon, son agent de sécurité, surveille les caméras lorsqu'il remarque que quelqu'un a laissé une mystérieuse malle dans l'allée. Alors qu'il s'apprête à aller voir de quoi il s'agit, le courant est soudainement coupé dans la propriété et il se précipite vers la guérite pour voir ce qui s'est passé. Pendant qu'il tripote les écrans, Penny, la jeune femme, se glisse derrière lui et se tient tranquillement dans l'embrasure de la porte. Elle attend que l'homme se retourne, puis elle lui donne un coup de poing aussi fort que possible dans les parties avant de lui donner un coup de pied au visage et de lui voler son chapeau de cow-boy, le tout d'un seul mouvement rapide. Elle se jette sur lui, attrape un taser et commence à lui envoyer des décharges dans le cou. Suffocant, il se met à vomir sur le visage de la jeune fille, mais elle se contente de rire et de lui recracher son vomi. Tandis qu'elle est distraite, il attrape une fourchette et la lui plante dans la jambe, tout en la projetant contre le mur et en la rouant de coups de poing. Mais ça ne suffit toujours pas. Elle saisit un câble, tire le micro-ondes du meuble et le laisse tomber directement sur son dos, avant de lui fourrer la lampe torche dans la bouche et de l'enfoncer de toutes ses forces. Ok, je pensais que Paul était le taré ici, mais sa nouvelle assistante semble bien être plus dérangée encore. Ça ne présage rien de bon. Et au lieu de sous-estimer la menace comme d'habitude, ils avaient toutes les raisons de croire qu'ils étaient déjà en danger. Parlons d'abord de Waylon, parce que s'il avait été un peu plus prudent, il aurait pu empêcher cette attaque avant même qu'elle ne commence. Sachant que Paul allait certainement venir les voir, il aurait dû être en état d'alerte maximale. Par conséquent, lorsqu'un énorme colis suspect est apparu à l'entrée principale, sa réaction aurait dû être complètement différente. Au lieu de s'approcher pour vérifier, il aurait dû suivre le même protocole que les vrais agents de sécurité et les forces de l'ordre en cas de colis suspect. Chaque fois qu'un objet suspect pouvant être considéré comme une menace est détecté, ils sont formés à éloigner immédiatement toute personne se trouvant à proximité, puis à contacter la police afin qu'elle puisse s'occuper du colis en toute sécurité. Concernant Waylon, son travail aurait consisté à se replier vers la maison, à trouver Sophia et Devant, et à mettre en place une pièce sécurisée où il pourrait attendre l'arrivée des renforts. Mais en baissant sa garde, il s'est exposé à une attaque surprise. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Penny est peut-être folle, mais ce n'est qu'un être humain. Donc tout ce dont vous avez besoin, c'est de la bonne stratégie pour gagner le combat. Quand elle est montée sur Waylon et l'a plaqué au sol, sa meilleure option aurait été d'utiliser une technique d'évasion appelée le bridge and roll. Tout d'abord, utilisez votre main gauche pour coincer le bras droit de l'attaquant contre son corps, tout en utilisant votre pied gauche pour exercer une pression sur sa cheville droite. Une fois que vous aurez une prise ferme, faites pivoter tout votre corps de manière dynamique vers le côté où vous êtes coincé. Si vous le faites correctement, vous vous retrouverez au-dessus de votre agresseur, ce qui vous donnera la possibilité de mettre fin au combat ou de vous enfuir pour sauver votre vie. Bon, pour être tout à fait honnête, c'est pas vraiment facile à réaliser quand l'autre vous électrocute avec un taser. Une fois le taser entré en jeu, il aurait dû utiliser ses deux mains pour pousser son poignet contre le sol, puis pivoter tout son corps au-dessus de son bras droit pour essayer de lui arracher l'arme des mains. Cela dit, Waylon s'est battu de toutes ses forces. Désormais, c'est à Sophia et Devant de se défendre par eux-mêmes, et personnellement, je ne perdrai pas une minute. En effet, après la coupure de courant, le harceleur pourrait déjà être dans la maison. Je commencerai donc par rassembler toutes les armes que je pourrais trouver, et je m'enfermerai dans n'importe quelle pièce où il se trouvait déjà. Ils devraient utiliser un téléphone pour appeler à l'aide s'ils le peuvent encore, mais il est peut-être déjà trop tard, donc si les secours ne viennent pas assez vite, ils auront besoin d'un plan d'évasion. Dans le pire des cas, ils devront prendre les clés, se frayer un chemin jusqu'à une voiture et essayer de quitter les lieux avant que Paul ne prenne complètement le contrôle de la situation. Au moment où Devant s'apprête à partir, il commence à s'inquiéter en constatant que le gardien de sécurité a disparu. À l'intérieur, Sophia utilise un tabouret pour atteindre un verrou situé en hauteur sur la porte, mais celui-ci se brise dès qu'elle l'a fermé. Elle traverse donc la maison et remarque qu'une des fenêtres est ouverte. Elle la ferme au passage et s'assure que toutes les autres sont bien verrouillées. Mais à ce moment-là, elle entend un bruit étrange provenant de l'intérieur de la maison. Elle allume une bougie et est horrifiée de voir que quelqu'un a terminé le puzzle sur lequel elle travaillait depuis la nuit de l'attaque. Elle est tellement distraite qu'elle ne remarque pas que Paul se cache dans l'ombre juste derrière elle. Et c'est alors qu'elle entend la bouilloire siffler dans la cuisine. Elle va l'éteindre, mais elle bute contre un tiroir à couvert entrouvert et elle a tout à coup l'impression que quelqu'un se tient à quelques centimètres d'elle. De son côté, Devant se dirige vers le garage et il actionne le disjoncteur pour rétablir le courant. Tout à coup, Paul enlace Sophia par derrière et lui dit à quel point elle lui a manqué, tandis qu'un regard terrifié traverse son visage. Elle le repousse, recule dans un coin et lui dit de dégager de chez elle, mais il la plaque contre le plan de travail et se penche pour l'embrasser.
Elle attrape alors l'objet solide le plus proche, le lui balance en plein visage et le bombarde de tout ce qu'elle trouve avant de se précipiter vers la porte. Le seul problème, c'est qu'elle ne peut pas atteindre le loquet sans un support pour se hisser. Et alors que son petit ami essaie de l'aider depuis l'autre côté de la porte, Paul se glisse derrière elle et lui fracasse la tête contre la vitre, la laissant inconsciente, tandis que Devant observe la scène sans rien pouvoir faire. Ok, on dirait qu'on vient de découvrir le genre du prochain film de Sophia. Ce sera un film d'horreur, et elle pourrait bien ne pas survivre jusqu'aux séquelles. À vrai dire, elle a eu plein d'occasions d'éviter ce qui lui est arrivé. Mais au lieu de prendre les choses au sérieux, elle a préféré faire comme si de rien n'était, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Bon ben, j'espère que tu es prête à officialiser cette relation parasociale, parce que Sophia, tu viens de merder. Bon, essaie de te souvenir à qui on a affaire ici, d'accord ? Il y a moins de 6 mois, ce type s'est pointé chez toi en pleine nuit avec un énorme couteau et a poignardé ton garde du corps si violemment qu'il aurait dû se vider de son sang sur place. Et franchement, t'as eu une chance inouïe qu'il se rende à la police au lieu de se cacher dans la douche jusqu'à ton retour. Donc après avoir échappé de justesse à une confrontation mortelle la première fois, on aurait pu penser que tu allais être un peu plus inquiète qu'il se soit échappé de l'hôpital et qu'il se dirige droit vers chez toi. En fait, un peu inquiète est un euphémisme, parce que si ça avait été moi, j'aurais appelé le FBI, la CIA, les Power Rangers et cette foutue Ligue des Justiciers dès que j'aurais découvert que ce type était en liberté. Qui plus est, tu as mis toute ta confiance dans un seul agent de sécurité sans même appeler des renforts supplémentaires ou demander l'aide de la police. Non seulement c'est une réaction insuffisante, mais c'est même carrément une absence de réaction. Tu aurais tout aussi bien pu laisser la porte d'entrée grande ouverte et dérouler le tapis rouge tant que tu y étais. Et tu sais quoi? En parlant de laisser des trucs ouverts, le fait qu'il y ait eu ne serait-ce qu'une seule fenêtre non verrouillée dans toute la maison montre à quel point tu te croyais invincible. T'es peut-être trop occupé à penser à ta carrière future pour te soucier des trucs futiles comme ta sécurité personnelle. Mais pour nous autres qui n'avons pas de garde du corps pour surveiller chacun de nos mouvements, on sait reconnaître les signes de danger quand ils nous sautent aux yeux. Dès que le courant a été coupé, c'était le signe que les choses allaient mal tourner. Mais au lieu de réagir, tu as brisé le cœur de ton unique bouclier de viande et tu t'es retrouvé complètement isolé et sans défense. Bon ben, on dirait maintenant que tu vas te marier, que ça te plaise ou non. Et tu auras du bol si tu survis à la réception. Alors désolée Sophia, mais on dirait bien que tu as merdé. En ville, Belle arrive chez sa fille et se précipite immédiatement à l'intérieur de l'appartement, sans remarquer le vélo du policier qui se trouve au pied d'un arbre. Une fois à l'étage, elles lui disent que le policier aurait dû être dehors, et il comprend immédiatement qu'ils sont tous en danger de mort. Une minute plus tôt, le policier était occupé à répéter ses morceaux de comédie musicale quand il a remarqué que quelqu'un avait retiré la chaîne de son vélo. Il est donc allé vérifier, et JH s'est faufilé discrètement derrière lui et a commencé à l'étrangler avec la chaîne du vélo, l'utilisant pour lui briser brutalement les cervicales avant de traîner son corps dans une ruelle voisine. À l'extérieur, Belle remarque le vélo et dit aux autres d'attendre dans la voiture. Mais ça, ce sera sa plus grosse erreur. Suspicieux, il sort son arme et décide d'aller vérifier dans la ruelle. Mais il ne remarque pas le corps du policier caché à l'arrière du pick-up de l'homme. Il retourne à la voiture et s'installe sur le siège passager, pensant qu'il est en sécurité. Mais dès qu'il attache sa ceinture, il entend le clic d'un pistolet juste derrière sa tête. C'est JH. Et il jette son arme par la fenêtre, puis ordonne à la famille de se diriger vers la maison de Sophia. Dans les collines, Paul porte Sophia inconsciente jusqu'à la douche où il nettoie ses blessures en prévision de leur grand soir. Après avoir pris soin de sa future épouse, il se dirige vers la porte et trouve Penny assise sur la grande caisse rouge. Elle est ravie de lui annoncer qu'elle a déjà commis son premier meurtre. Ils en rient tous les deux comme les monstres qu'ils sont, jusqu'à ce que Sophia se réveille quelque temps plus tard sur le sol de sa cabine d'enregistrement. En se relevant, elle entend Paul lui parler à travers le micro, et il s'excuse d'avoir mis autant de temps à tout organiser. Il explique qu'il avait des problèmes personnels à régler, comme si c'était pas déjà suffisamment évident. Mais il dit que désormais, rien ne pourra plus les séparer. Frustrée, Sophia s'apprête à lui dire qu'il est en pleine crise mentale. Mais elle se ravise et décide d'adopter une approche plus douce. Elle sait qu'il est obsédé par elle depuis que sa petite amie est morte au cours d'un de ses concerts, et elle tente de lui expliquer que la retenir en otage ne va pas changer ce qui s'est passé. Mais il se contente de la fixer d'un regard vide, comme s'il n'enregistrait pas un seul mot de ce qu'elle dit. Il la laisse finir, puis en revient immédiatement à ses plans pour la cérémonie, lui rappelant qu'ils sont censés se marier ce soir. Selon lui, elle a accepté ce projet il y a plusieurs mois déjà, et il lui dit que c'est normal qu'elle se sente un peu nerveuse. Réalisant qu'il est impossible de le raisonner, elle décide plutôt de jouer le jeu, et elle essaie de le piéger en lui permettant de lui faire visiter la maison. Mais il ne se laisse pas prendre aussi facilement, et il lui répond même qu'il connaît déjà très bien les lieux. Ok, Sophia a un sérieux problème sur les bras, et si elle veut s'en sortir vivante, elle va devoir réaliser la performance de sa vie.
Ce psychopathe de Paul l'a enfermée dans son studio d'enregistrement, avec la porte verrouillée de l'extérieur. Mais ça ne signifie pas qu'elle n'a plus aucune autre option. Elle va devoir attendre le bon moment, mais dès que Paul détournera son regard, voici ce que j'essaierai de faire. Tout d'abord, la plupart des cabines d'enregistrement professionnelles sont équipées d'un système de ventilation et d'un faux plafond. Donc, j'essaierai de me faufiler dans les conduits d'aération ou de ramper à travers le plafond si elle arrive à y accéder. Ce qui lui permettrait de sortir par le haut de la cabine et de s'échapper dans la pièce voisine. Maintenant, si ça c'est pas possible, je chercherai un objet comme une partie de pied de micro et j'essaierai de l'utiliser pour forcer la porte en frappant directement sur le verrou. Sinon, l'étape suivante consisterait à essayer de la défoncer à la manière de Jack Nicholson et à utiliser sa main pour la déverrouiller de l'autre côté. Mais si la porte est trop résistante pour être traversée, les vitres constitueront alors une autre option. Elles sont peut-être insonorisées, mais ça ne signifie pas qu'elles sont incassables. Avec la bonne stratégie, elles pourraient donc facilement passer à travers. Le verre se casse plus facilement sur les bords et dans les coins. Donc, nous allons utiliser une partie du pied de micro pour frapper dans le coin inférieur, là où le verre rencontre le cadre. Au lieu de mettre toute sa force dans un seul coup puissant, elle devrait plutôt donner plusieurs petits coups au même endroit, ce qui causera beaucoup plus de dégâts. Frapper le verre crée des ondes de choc qui peuvent se propager dans toute la structure, provoquant des fissures microscopiques autour du point d'impact. Chaque coup successif au même endroit ajoutera des dégâts supplémentaires, entraînant une tension vibratoire qui s'accumulera progressivement jusqu'à ce que le verre ne puisse plus dissiper l'énergie. Et lorsqu'il atteindra littéralement son point de rupture, la fenêtre entière volera en éclats, ce qui lui permettra de passer facilement à travers. Bien évidemment, ça va faire beaucoup de bruit. Elle devra donc être prête à se défendre lorsque Paul reviendra. Mais il n'y a aucune raison que ça ne fasse pas déjà partie du plan. Après tout, il devra bien la laisser sortir à un moment donné pour que le mariage puisse avoir lieu. Donc si elle se munit d'une arme, elle pourra s'en servir pour attaquer la première personne qui ouvrira la porte. Et avec un peu de chance, l'effet de surprise l'aidera à remporter le combat. Mais si Paul refuse de la laisser tranquille, alors son seul choix sera de continuer à jouer le jeu de l'illusion et d'utiliser ses propres idées délirantes pour le manipuler à son tour. La clé ici est de s'adapter au ton émotionnel de Paul, pour qu'il se sente compris. En faisant ça, elle va activer inconsciemment ses neurones miroirs, ce qui va lui faire ressentir la même empathie envers elle. Et avec un peu de chance, ça pourrait suffire à le berner et à lui faire baisser sa garde, donnant à Sophia l'occasion de s'échapper. Alors que les autres se rapprochent de la maison, ils essaient de presser JH pour obtenir plus d'informations. Mais il refuse de vendre la mèche avant que le moment ne soit venu. À ce moment-là, il ordonne à tante Eleanor de se garer sur le côté de la route et lui demande de monter le volume de la musique pendant qu'il force Belle à sortir de la voiture. Il n'a d'autre choix que de se plier à ses exigences, tandis que l'homme l'entraîne dans les bois et lui ordonne de se mettre à genoux. JH tire alors une balle dans sa nuque, le laissant pour mort, puis se dirige à nouveau vers l'arrière de la voiture et oblige Eleanor à continuer de rouler. Pendant ce temps, dans le studio, Paul présente avec enthousiasme sa future femme à leur nouvelle assistante, Penny. Et il les laisse se préparer pendant que lui va enfiler son smoking. Il se rend dans la chambre, se déshabille jusqu'à ses sous-vêtements et se laisse tomber sur le lit de Sophia, gloussant de plaisir maintenant que tous ses rêves se réalisent enfin. Il ne lui manque qu'une seule chose pour que la soirée soit parfaite. Il ouvre un paquet à l'aspect douteux et en sort un poignard de cérémonie qu'il a commandé spécialement pour l'occasion. Et il le regarde avec une expression intense, tout en s'entraînant à le dégainer. Il retourne devant le miroir, obsédé par sa cravate, et s'entraîne à sourire, essayant de perfectionner chaque détail, jusqu'à ce qu'il entende sonner à la porte. Il se précipite vers l'entrée et est ravi de voir son ami JH accompagné de ses deux invités VIP. Il les accueille comme Willy Wonka se préparant à faire visiter sa chocolaterie. Et il les conduit dans le salon pour les faire patienter le temps que les festivités commencent. Dans le studio, Penny sort la robe de mariée pour la montrer à Sophia, agissant comme si elles allaient devenir les meilleures amies du monde. Chose étrange, elle sait que Paul est complètement délirant, mais elle suit tout ce qu'il fait simplement parce qu'elle le trouve marrant. Alors, quand il lui a parlé de son projet d'épouser la pop star, elle a évidemment voulu participer à l'aventure. Elle ouvre la cabine d'enregistrement et tend la robe à Sophia tout en restant debout dans l'embrasure de la porte. La chanteuse remarque alors que la femme la regarde avec un air étrange. Au moment où elle reprend ses esprits, elle dit à Sophia qu'elle s'attendait à ce qu'elle soit plus jolie. Et l'actrice répond qu'elle a besoin de son maquillage qui se trouve dans la salle de bain. Et quand la jeune femme s'apprête à partir, Sophia tend la main vers la porte. Mais Penny lui donne une tape sur la main et se moque d'elle pour avoir tenté le coup. Cependant, elle ne se rend pas compte que Sophia a déjà une longueur d'avance. Et en fait, elle a utilisé son pansement pour recouvrir la serrure. Elle se dirige vers le mur, attrape une guitare et se met en position derrière la porte, prête à tendre une embuscade à la prochaine personne qui entrera. Effectivement, elle frappe quelqu'un en plein visage dès qu'il entre dans la pièce. Mais il s'agissait en fait de son petit ami Devant.
qui s'effondre sur le sol après avoir été assommée froidement. Ok, d'accord. Vous voyez, maintenant on avance enfin. Elle vient peut-être de faire accidentellement tomber Devant comme un sac de pommes de terre, mais comme les harceleurs sont distraits, ça reste leur meilleure chance de s'enfuir. En fait, l'idée de Sophia de mettre un pansement sur la serrure était incroyablement intelligente, parce qu'elle lui permettait de sortir discrètement de la cabine sans attirer l'attention des autres. Donc pour l'instant, ils travaillent toujours avec l'élément de surprise, et c'est ce qui va être leur plus grand avantage. Avant toute chose, elle va devoir s'occuper de Devant, parce qu'elle aura besoin de toute l'aide qu'elle pourra obtenir. Il est trop tard pour changer les événements maintenant, mais au lieu de retourner dans la maison pour les aider, Devant aurait dû se faufiler hors de la propriété avant que qui que ce soit ne le remarque, ce qui lui aurait ainsi donné l'occasion de contacter la police. En fait, quand Sophia l'a frappé au visage avec la guitare, elle lui a fait perdre connaissance parce que son cerveau s'est déplacé à l'intérieur de son crâne. Tant qu'il n'y a pas de lésion durable, il devrait se réveiller dans quelques minutes, même s'il sera encore commotionné et ne sera pas vraiment en état de se battre. Mais une fois qu'il sera remis sur pied, voici ce que je ferai ensuite. Tout d'abord, ils doivent utiliser une sorte de meuble lourd pour barricader la porte. Mais il ne faudra pas pour autant rester là comme des cibles faciles. Si vous regardez autour de vous, vous verrez qu'il y a une fenêtre de l'autre côté de la pièce qui débouche sur le rez-de-chaussée. Après avoir bloqué la porte, ils devront donc ouvrir la fenêtre et sortir discrètement. De cette façon, la barricade de la porte deviendra une distraction. Et lorsque Paul et Penny reviendront et réaliseront qu'ils ne parviennent plus à entrer, ils détourneront immédiatement leur attention sur la porte, sans savoir que Sophia et Devant seront déjà partis depuis longtemps. Ce qui devrait leur permettre de gagner quelques minutes. Mais à partir de ce moment précis, ils auront une terrible décision à prendre. Une fois dehors, ils pourront soit aller chercher de l'aide pendant qu'ils en ont l'occasion, soit tenter de sauver les otages avant. Du point de vue de l'instinct de conservation, le meilleur choix serait évidemment de se tirer d'ici le plus vite possible. Mais s'ils se sentent moralement obligés de protéger Abby et sa tante, alors leur seul choix sera de se glisser à nouveau à l'intérieur par la porte d'entrée. Avec un peu de chance, ils pourront prendre par surprise celui qui garde les otages. Et même si c'est ce géant de JH, il suffirait d'un bon coup derrière la tête pour l'assommer comme elle l'a fait pour Devant ici. Ensuite, ils pourront se rendre discrètement jusqu'au garage, monter dans une de ces voitures et se barrer avant même que les autres ne se rendent compte de ce qui leur arrive. En bas, Paul explique qu'Abby sera la fille aux fleurs, mais c'est alors qu'ils entendent des cris étouffés provenant de l'intérieur de la grande malle rouge. Quand ils l'ouvrent, ils découvrent le pasteur Lutzner fourré à l'intérieur, et Paul l'invite à déguster du champagne comme s'il n'y avait absolument rien de bizarre dans cette situation. Dans l'autre pièce, Devant se réveille enfin au moment où Penny revient avec une batte de baseball, mais il n'est pas en mesure de réagir assez vite avant que la fille ne l'assomme pour la deuxième fois. Au moment où elle se retourne contre Sophia, l'actrice la repousse d'un coup de pied et l'envoie voler contre le piano. Mais c'est alors que les choses prennent une tournure inattendue. La fille s'arrête net et joue les premières notes de « It's All Coming Back to Me Now » de Céline Dion, avant de se retourner vers Sophia et de lui demander de faire un duo. C'est soit ça, soit jouer encore au baseball. La pop star accepte donc à contre-cœur de se joindre à elle, jusqu'à ce que tout à coup, la jeune fille s'élance et lui assène un coup de tambourin sur le visage pour avoir mal chanté. En quelques secondes, elles s'affrontent dans un combat à mort, et elle pousse Sophia dans une volée de marche en lui riant au nez. Terrifiée, Sophia rampe pour attraper une arme, mais la jeune fille la rattrape et commence à l'asperger avec de l'allume-feu liquide. Elle réfléchit alors une fraction de seconde et éteint la première allumette au moment où la fille s'apprêtait à la faire griller. Agacée, Penny protège sa bouche en craquant une nouvelle allumette. Mais la pop star s'empare d'un thermomètre de cuisine et le lui enfonce profondément dans le ventre. Cette fois, c'est au tour de Sophia d'utiliser l'essence à briquet. Mais alors qu'elle s'apprête à mettre le feu à la jeune fille, elle change d'avis et décide de la laisser là. Elle retourne à l'intérieur et essaie d'utiliser le téléphone pour appeler les secours. Mais c'est à ce moment-là que la folle revient pour le deuxième round. Sophia essaie désespérément de se dégager et elle se retrouve plaquée contre le mur avec le bras de Penny pressé contre son cou. Mais elle enfonce alors le thermomètre encore plus profondément dans le ventre de la jeune femme, puis la repousse jusqu'à la cabine d'enregistrement et l'enferme à l'intérieur. Elle allume ensuite une partition de musique prise au hasard et jette le papier enflammé dans la cabine aux pieds de la jeune femme, ce qui l'emporte rapidement dans une boule de feu brutale, tandis que Sophia reste trop choquée pour faire quoi que ce soit d'autre que de la regarder brûler. Elle finit par prendre un extincteur et l'utilise pour l'éteindre, mais la jeune fille est déjà plus carbonisée qu'un marshmallow trop cuit. Devant se réveille une seconde plus tard et mentionne qu'il a vu une petite fille pendant qu'il se faufilait à l'intérieur. Consciente qu'il doit s'agir d'Abby, Sophia se précipite pour aller l'aider et elle dit à son petit ami de se cacher jusqu'à ce qu'elle revienne.
Bien sûr, elle n'est pas partie plus de 5 secondes que Paul arrive pour la chercher. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus étranges. Dès qu'il aperçoit Devant, il commence à lui parler comme s'il s'agissait de Sophia, apparemment convaincu qu'il parle à la pop star elle-même. Lorsqu'il remarque le corps carbonisé de Penny dans la cabine d'enregistrement, il balaie l'information comme si ce n'était pas bien grave. Et réalisant que ce type est complètement cinglé, Devant décide que la chose la plus prudente à faire est de continuer à jouer le jeu. Du moins pour le moment. Ok, alors là, Sophia, c'est comme ça qu'on stoppe les attaques d'une tête brûlée, j'ai pas raison? Bon, on pourrait penser que c'est mauvais signe, mais la vérité, c'est que c'est en fait le meilleur scénario possible, parce que tant que Paul croit que Devant est en fait Sophia, ça donne à la chanteuse et à ses amis un gros avantage. Pour commencer, il faut essayer de comprendre exactement ce qui se passe dans la tête de Paul pour qu'il pense de cette façon. Nous savons évidemment qu'il nourrit une obsession parasociale pour Sophia et qu'il a construit toute sa réalité autour de l'illusion qu'elle était en fait amoureuse de lui. Mais après être revenu et avoir découvert que Sophia a disparu, que Penny est morte sur le sol et que ses projets de mariage sont réduits à néant juste au moment où tous ses rêves étaient sur le point de se réaliser, son esprit a disjoncté à cause d'une overdose de dissonance cognitive. Comme son fantasme idéal ne correspond pas à la réalité qui l'entoure, son cerveau a commencé à combler les lacunes en conservant l'illusion intacte. Désormais, Devant va devoir être extrêmement prudent, parce que s'il fait quoi que ce soit qui briserait l'illusion, Paul pourrait facilement devenir violent. Et c'est pourquoi sa décision de jouer le jeu était en fait la meilleure chose qu'il pouvait faire, du moins pour l'instant en tout cas. Et pendant qu'il distrait Paul, Sophia peut continuer à se faufiler partout dans la maison et à essayer plusieurs nouvelles idées. D'abord, elle doit trouver un téléphone et appeler la police si elle le peut. Ensuite, il sera temps de libérer les 2 otages. Mais comme elle ne sait pas si elles sont seules, ce serait une erreur de griller sa couverture trop tôt. En fait, à ce moment-là, elle devrait réutiliser une tactique que les harceleurs ont déjà utilisée contre elle, à savoir se glisser dans le garage pour couper le courant. Plus tôt, Sophia a mentionné qu'elle était trop occupée à être une pop star pour savoir où se trouve son disjoncteur. Mais si elle y réfléchit vraiment fort, je suis presque sûre qu'elle pourrait le trouver. Si elle éteint les lumières, ça pourrait inciter JH à aller voir. Et ce mec est tellement bête qu'il laissera probablement les otages sans surveillance. C'est pas gagné, mais si tout se passe bien, elle pourrait carrément se faufiler par la porte d'entrée, sauter la grille et courir chez les voisins pour appeler de l'aide avant même que les autres ne s'aperçoivent de leur absence. Sophia se précipite en bas et va directement voir Abby pour lui demander ce qui est arrivé à son père. En fait, il semblerait que le fait d'être aveugle d'un œil ait dû perturber la visée de JH, parce que son tir n'a fait qu'effleurer la tête de l'homme. Après le lever du soleil, il se réveille et se retrouve avec Kaylor, l'assistante ennuyeuse de Sophia, en train de se tenir au-dessus de lui. Il prend les clés de sa Porsche et laisse la jeune fille sur le bord de la route, tandis que lui retourne à toute vitesse vers la maison. Le seul problème, c'est que tout le monde est déjà parti depuis longtemps quand il arrive. Mais quand il tombe sur le livret de mariage sur le sol, il comprend de suite qu'ils se sont tous dirigés vers la chapelle pour la cérémonie. De l'autre côté de la ville, ils attendent tous à leur place que le mariage commence. Et Paul entre dans la chapelle en annonçant que c'est l'heure de la cérémonie. Il descend l'allée en trottinant, regarde Sophia comme s'il n'avait jamais vu cette femme de sa vie et lui demande d'aller s'asseoir pour qu'il puisse commencer. Il se tourne ensuite vers la petite fille aux fleurs et la fait se lever. Et elle commence à lancer des fleurs invisibles sur le sol jusqu'à ce qu'il lui fasse un signe de satisfaction et qu'elle se glisse nerveusement jusqu'à son siège. Au même moment, Devant apparaît dans l'embrasure de la porte, vêtu de la robe de mariée. Mais il n'est pas seul. À la surprise générale, Belle arrive derrière lui et prend le bras de Devant pour l'accompagner dans l'allée en se faisant passer pour le père de Sophia, afin que Paul ne réagisse pas trop violemment. Ce plan fonctionne vraiment. Et en allant saluer les invités, Belle glisse discrètement un canif dans les mains de Sophia, sachant qu'elle saura s'en servir au moment opportun. Après avoir dit tous les deux « je le veux », il est temps pour Paul d'embrasser la mariée. Et Paul se penche au plus près avant de planter un gros bisou droit sur les lèvres de Devant, qui reste là, paralysé par un mélange d'embarras et de peur. Dans la tête de Paul, il est avec la vraie Sophia, en train de faire le baiser le plus romantique de sa vie. Mais c'est à ce moment-là que les choses prennent une nouvelle tournure effrayante. Au moment où il recule, il se rend compte qu'il vient de poignarder Devant dans le ventre. Et l'homme s'écroule à cause de sa blessure, tandis que Belle se précipite jusqu'à l'estrade. Après avoir fait basculer Paul d'un seul coup de poing, il saisit JH et lui enfonce la tête dans l'eau bénite, le mettant KO pendant que Sophia se libère.
Elle ramasse le poignard dans la main de Paul et lui dit que c'est fini avant de l'assommer d'un coup de pied au visage. Mais alors qu'ils semblent tous enfin en sécurité, JH se relève et s'empare de la petite fille. Il ordonne à Belle de poser le couteau et de l'envoyer dans sa direction. Et au moment où il semble qu'il n'y ait plus rien à faire, voilà que Devant surgit soudain par derrière et tranche la gorge de l'homme. Horrifié, Devant n'arrive pas à croire ce qu'il vient de faire, mais tous les autres lui sont reconnaissants de leur avoir sauvé la vie. Même s'il devra passer des années en thérapie pour digérer ce qui vient de se passer. Quant à Paul, il est toujours allongé sur le sol, s'imaginant descendre les marches main dans la main avec sa jeune épouse, tandis que les autres les accompagnent jusqu'à leur limousine. En réalité, la limousine, c'est l'arrière d'une voiture de police. Et pendant que les officiers l'emmènent, tous les autres se font soigner par les ambulanciers. En ce qui concerne Belle, il annonce à sa fille qu'il va officiellement prendre sa retraite. Et tous les deux s'éloignent à toute vitesse pour enfin vivre le reste de leur vie en paix. Bien, Borderline, un film plutôt efficace, un concept intéressant. J'ai aimé la façon dont ils l'ont fait. En fait, j'ai vraiment adoré comment ce film a été tourné. Il était vraiment propre, surtout en Blu-ray. Alors bravo à toute l'équipe. Quant à vous, vous devez me dire dans les commentaires si nous aurions dû faire quelque chose différemment. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment Battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!